Imaginons une petite scène du quotidien, vraiment banale. On donne à un parent âgé une simple pastille pour la gorge, juste avant le dîner. Ouais, pour l'aider à avaler son repas plus confortablement, en fait. Voilà, exactement. L'intention est bonne, elle est même super protectrice, sauf que on ignore totalement que ce geste minuscule qui a l'air complètement inoffensif a de fortes chances de déclencher une urgence vitale dans les minutes qui suivent. Et c'est un paradoxe assez terrifiant, auquel des milliers de familles sont confrontées tous les jours. Franchement, oui. Et pour poser un peu le contexte de notre exploration pour notre audience aujourd'hui, il faut savoir qu'en France métropolitaine, plus de 776 000 personnes avaient 90 ans ou plus. Et ça, c'était les chiffres de 2017. Donc la démographie s'accélère énormément. C'est clair. Et avec ça, il y a un désir très profond, et totalement légitime d'ailleurs, c'est celui de vieillir chez soi, au milieu de ses souvenirs. Bien sûr. Mais la conséquence directe, c'est que des conjoints, des enfants ou même des voisins se retrouvent un peu propulsés dans le rôle d'aidants médicaux de première ligne. Et ça, sans aucun filet de sécurité. C'est exactement pour ça qu'on fait cette plongée aujourd'hui. On s'appuie sur des sources vraiment fascinantes. En l'occurrence, on explore un manuel de premiers secours très particulier. Ouais, un manuel qui a été rédigé par des professionnels du terrain. On parle d'un pharmacien et d'une infirmière en unité Alzheimer notamment. Et notre mission aujourd'hui, c'est de décoder tout ça, d'en extraire les mécanismes pour comprendre comment sauver une vie, oui, mais surtout pourquoi le corps vieillissant réagit de manière si différente. Mais juste avant d'aller plus loin, j'ai une question, qui peut paraître un peu naïve. On a tous appris à faire un pansement compressif à l'école où on a tous entendu parler du massage cardiaque. Ouais, la base, quoi. C'est ça. Du coup, pourquoi est-ce que nos connaissances standards en secourisme, elles deviennent soudainement obsolètes ou inadaptées quand on a face à nous encore de 85 ans? Eh bien, c'est vraiment le point de départ de toute cette réflexion. En fait, l'approche classique du secourisme, elle est construite autour d'un modèle d'adulte en pleine possession de ses moyens physiques et cognitifs. D'accord. C'est presque une méthode algorithmique. Tu vois un symptôme, tu appliques un geste mécanique. Or, le vieillissement, ça se résume pas à une simple usure de la machine. Ça modifie des choses plus profondes. Totalement. Ça modifie la résilience des tissus, la densité des os, mais surtout, et c'est le plus important, ça bouleverse la capacité neurologique à gérer le stress d'un accident. Ah oui, l'aspect psychologique de la crise. Voilà. Appliquer un protocole standard, de manière un peu brusque, sur une personne qui souffre de troubles cognitifs ou de démence, ça peut transformer un geste censé la sauver en une agression qu'elle va percevoir comme mortelle. C'est dingue quand on y pense. L'ouvrage nous pousse vraiment à comprendre que le secourisme gériatrique, ça commence bien avant le geste technique. Ça commence par l'adaptation de notre propre système nerveux à celui de la personne qu'on veut aider. Ce qui nécessite en fait de faire un gros tri dans la façon dont on perçoit la vieillesse elle-même. Les auteurs insistent lourdement sur une distinction, qui est à la fois biologique et sémantique, entre la sénescence et la sénilité. Ah oui, ça c'est fondamental. Parce que dans le langage courant, on utilise ces deux mots un peu n'importe comment pour décrire quelqu'un qui perd un peu le fil. Mais médicalement, apparemment, c'est le jour et la nuit. Absolument. Faire l'amalgame entre les deux, c'est ce qui conduit souvent l'entourage à faire de graves erreurs de jugement. En fait, la sénescence, c'est juste le processus universel du vieillissement. C'est naturel, quoi. C'est ça. C'est une érosion naturelle des réserves fonctionnelles du corps. Concrètement, ça veut dire que le thermostat interne régule moins bien le froid, la digestion ralentit, ou le seuil de tolérance au bruit et à la fatigue s'effondre. Donc une personne en état de sénescence, elle peut juste avoir un moment de confusion parce qu'elle n'a pas assez bu d'eau, en fait. Exactement. Ou parce qu'il y a trop de lumière dans la pièce. C'est pas une maladie, c'est une perte d'adaptabilité. Et la sénilité, du coup? La sénilité, par contre, là on entre dans la pathologie. C'est le moment où les organes lâchent véritablement. Ça entraîne des insuffisances cardiaques, rénales ou des démences comme Alzheimer. Donc si on ne fait pas la différence, on risque de surmédicaliser un parent qui est juste fatigué par sa sénescence. Voilà. Ou à l'inverse, on risque de rater les signaux d'alarme d'une vraie maladie en se disant, un peu fataliste, c'est normal, c'est la vieillesse. C'est hyper clair. Et au cœur de cette fragilité, qu'elle soit naturelle ou pathologique, il y a toute la question de la communication. J'ai trouvé fascinante cette partie du livre sur la réalité neurologique des patients atteints de démence sévère. Ouais, c'est un point crucial. En gros, leurs facultés intellectuelles et leur mémoire s'effacent, mais leur radar émotionnel, la zone du cerveau qui traite le danger et l'affect, reste souvent intacte. C'est tout à fait ça. Donc, si un aidant arrive dans la chambre en étant hyper stressé, en regardant sa montre toutes les 2 secondes ou en soupirant, le patient ne comprendra pas forcément les mots, mais il va recevoir une énorme alerte rouge au niveau émotionnel. C'est ce qu'on appelle le principe de la contagion émotionnelle. Et franchement, c'est le premier outil de survie de l'aidant. La tension corporelle,
La crispation de la mâchoire, le ton de la voix, tout ça est intercepté par le cerveau de la personne âgée comme une menace imminente. Et face à une menace, l'instinct de survie prend le relais. Oui, il déclenche des réactions primitives comme la fuite ou le combat. C'est pour ça qu'on observe parfois des réactions d'opposition hyper violentes lors d'actes super banals comme la toilette par exemple. L'ouvrage explique bien qu'avant même de toucher la personne, l'aidant doit désarmer sa propre tension, désamorcer ses crises du quotidien. C'est ça la vraie définition du secourisme préventif en fait. Totalement. Et tu parlais de la toilette, c'est vraiment un cas d'école. On pourrait penser, en toute logique, qu'un bon bain chaud, bien rempli, ce serait super apaisant pour des muscles endoloris. Mais le livre dit exactement l'inverse. Ah oui, surtout pas. Ils disent qu'il ne faut mettre qu'un fond d'eau dans la baignoire, et en y réfléchissant, pour un cerveau qui perd ses repères spatiaux, voir une grande masse d'eau qui bouge tout autour, c'est pas du tout un moment de détente. Ça ressemble à un risque de noyade, carrément. C'est exactement ça. Le cerveau désorienté ne perçoit plus du tout la profondeur de la même manière. L'eau devient une sorte de miroir déformant, une surface hyper instable. Ça doit être terrifiant. Bien sûr. Alors qu'en ne mettant qu'un fond d'eau, on maintient le contact des pieds avec le sol de manière ferme. Et ça envoie un signal de sécurité immédiat au système nerveux central. Le manuel regorge de ces micro-ajustements qui permettent d'éviter la crise de panique. Et on retrouve ce même besoin d'ajustement au moment des repas, pour revenir à notre scène de départ avec la pastille pour la gorge. Ah oui, le fameux antitussif, c'est un classique. Ouais. On veut soulager une petite toux pour que la personne mange tranquille. Et l'auteur explique que c'est une erreur colossale. Le terme qu'ils utilisent, c'est que ces pastilles anesthésient le carrefour aérodigestif. C'est le terme médical, oui. Juste pour qu'on soit au clair sur l'anatomie, on parle bien de cette zone dans la gorge où les chemins de l'air vers les poumons et de la nourriture vers l'estomac se séparent, c'est ça? Axe sur la trachée quand on avale, pour éviter que la nourriture aille dans les poumons. D'accord. Le problème, c'est que les pastilles contre la toux contiennent souvent des anesthésiques locaux légers pour calmer l'irritation. Du coup, ces substances endorment un peu les nerfs de cette zone. Donc le clapet devient paresseux. Voilà. Si la personne mange juste après, le clapet ne se ferme pas assez vite et hop, les aliments plongent directement dans les voies respiratoires. C'est la fameuse fausse route. C'est ça. Et ça mène à un étouffement mécanique brutal. Tout ça provoqué par un geste qui, à la base, était censé apporter du confort. C'est vraiment l'exemple parfait de la différence entre notre bonne intention et la mécanique réelle du corps. Et cette distorsion de la réalité, je trouve qu'on la retrouve aussi beaucoup dans les troubles du comportement. Comment ça? Quand un parent qui souffre de démence commence à accumuler des vieux mouchoirs, à cacher ses clés dans le frigo ou à marcher en rond pendant des heures dans le salon, l'entourage voit ça comme de la folie pure, ça les épuise. C'est très dur à vivre pour les familles, oui. Mais en lisant ces chapitres, moi ça m'a fait penser à la réaction de quelqu'un qui serait jeté d'un coup dans une pièce plongée dans le noir absolu. C'est une excellente métaphore. Parce que qu'est-ce qu'on fait dans le noir? On tâte les murs, on s'accroche au moindre objet physique pour se prouver qu'on existe encore et qu'on n'est pas juste en train de flotter dans le vide. L'image de la pièce noire traduit parfaitement l'angoisse neurologique de la démence. Comme la mémoire à court terme disparaît, le cerveau n'a plus aucune continuité temporelle. Donc il cherche à se rattraper à quelque chose. Exactement. Il recrée un ancrage physique. Cacher des objets ou les accumuler, c'est pas du tout un acte de défiance envers l'aidant. C'est la construction d'un repère dans un monde qui est en train de s'effacer. D'où la consigne hyper stricte de l'ouvrage de ne jamais interdire ces comportements. Surtout pas. Retirer un tas de vieux journaux qu'une personne a soigneusement empilés, pour nous, c'est faire du rangement. Mais pour elle, c'est détruire le seul point de repère qui lui restait dans son obscurité. Et la réaction, ça va être de la méfiance absolue, voire de la colère. Inévitablement. Et j'ai vu que cette même logique s'applique à la déambulation. Tu sais, ce besoin compulsif de marcher sans arrêt. Ah oui, la guirbulation. Ça angoisse terriblement les familles. Bah oui, parce que la peur numéro 1, c'est la chute. Donc notre instinct, c'est de forcer la personne à s'asseoir. Voire, et c'est terrible, mais ça arrive quand les aidants sont désespérés, de l'attacher à un fauteuil. Et le livre est catégorique là-dessus. La contention physique, c'est une aberration totale. Pas seulement sur le plan moral, mais surtout physiologiquement. Ça empire les choses, hein? Oui. Priver la personne de mouvement, ça augmente sa confusion et ça atrophie ses muscles à une vitesse folle. La solution, c'est pas d'empêcher le mouvement, c'est d'aménager l'environnement. De le sécuriser? Voilà. Il faut sécuriser la pièce pour qu'elle puisse marcher sans danger, en s'assurant juste qu'elle boit assez d'eau pour ne pas se déshydrater. Aménager la pièce, plutôt que de contraindre le corps, c'est vraiment une philosophie du soin qui respecte l'autonomie qui reste. Mais bon, on va pas se mentir, cette déambulation continue, même dans un environnement sécurisé, ça mène mathématiquement au danger principal pour les seniors, c'est-à-dire la chute. Oui, le risque zéro n'existe pas.
Et c'est là que le livre nous fait vraiment basculer de l'accompagnement psychologique vers l'urgence médicale stricte. Parce que la chute d'un corps vieillissant, c'est redoutable. Et là encore, notre instinct nous trompe. Ah, l'instinct de relever la personne. Exactement. N'importe qui voit une personne âgée tomber par terre, le premier truc qu'on fait, c'est de se précipiter, de lui glisser les bras sous les aisselles et de la remettre sur ses pieds le plus vite possible. Souvent pour dédramatiser, pour faire comme si de rien n'était. C'est ça. Sauf que si le choc a touché la tête, le dos ou la nuque, la relever, c'est potentiellement le geste le plus dangereux qu'on puisse faire, non? C'est un risque énorme. Il faut bien comprendre la mécanique de la colonne vertébrale chez une personne âgée. Elle est transformée par l'ostéoporose et par la perte d'élasticité des disques intervertébraux. C'est beaucoup plus fragile. Énormément. Après un choc violent, il faut imaginer la moelle épinière un peu comme une tige de verre extrêmement fragile, entourée par des os qui sont peut-être déjà fracturés par la chute. Ah ouais, l'image fait froid dans le dos. Et donc, tirer la personne par les bras pour la relever, ça impose une torsion à toute cette colonne. Si une vertèbre est endommagée, ce simple mouvement peut sectionner la moelle épinière et causer une paralysie irréversible. C'est terrible. Du coup, la procédure décrite dans le livre, elle est super stricte. Oui, si la victime est au sol et consciente, l'urgence absolue, c'est de ne pas la bouger. On appelle les secours en premier. Le 15, le 18 ou le 112 d'ailleurs. Le livre le rappelle bien. Toujours. Et la règle d'or qu'il mentionne, c'est de ne jamais raccrocher avant que l'opérateur ne nous le demande. Ensuite, en attendant, il faut maintenir la tête de la victime dans l'axe exact de son corps. Comment on fait ça concrètement alors? L'aidant doit s'asseoir par terre, derrière la tête de la victime. Il cale ses propres coudes sur ses cuisses pour avoir une stabilité de roc. Et il maintient la tête de la victime entre ses deux mains, très fermement. Et il ne bouge plus jusqu'à l'arrivée des pros. On maintient la tête comme un étau bienveillant, quoi. Et on résiste à cette envie folle de bouger. Mais parfois, la chute, elle n'est pas juste due à une perte d'équilibre ou à un tapis mal placé. Parfois, c'est la conséquence d'une défaillance totale. Comme un arrêt cardiaque. Voilà, c'est le cauchemar ultime. La personne ne réagit plus, elle ne respire plus. Et le manuel aborde évidemment la RCP, la fameuse réanimation cardio-pulmonaire. Oui, c'est incontournable. Sur le papier, le protocole est clair. 30 compressions thoraciques, suivies de 2 insufflations, le bouche à bouche, avec un rythme entre 100 et 120 compressions par minute, en enfonçant le sternum de 5 à 6 cm. C'est la norme internationale. Sauf que là, je me fais l'avocat du diable, ou plutôt de l'aidant terrorisé. Appliquer cette force mécanique de 5 ou 6 cm sur un thorax fragilisé de 85 ans, ça pose un dilemme psychologique énorme, non? On a l'impression qu'on va lui briser les côtes. Eh bien, c'est pas juste une impression. Enfoncer un sternum de 5 cm, ça demande une pression mécanique énorme. Et le rythme de 120 par minute, c'est épuisant pour le sauveteur. Mais du coup, les côtes? Face à un squelette fragilisé par l'ostéoporose, c'est une réalité biologique, les côtes vont très probablement céder sous la pression des mains. C'est un bruit et une sensation hyper traumatisante pour la personne qui masse. Mon Dieu. Et c'est là que l'ouvrage apporte une clarté brutale. Il faut regarder la balance des risques. C'est ça. La réalité de l'arrêt cardiaque, c'est que la victime est déjà cliniquement décédée à cet instant précis. Exactement. Le choix, c'est pas de la garder intacte ou de lui casser une côte. Le vrai choix, c'est entre agir avec force pour faire circuler artificiellement le sang vers son cerveau ou bien ne rien faire par peur. Et si on ne fait rien, la mort devient irréversible en quelques minutes. Une côte cassée, ça se répare. Un cerveau privé d'oxygène ou un cœur qui s'arrête définitivement, ça pardonne pas. Il faut agir. D'ailleurs, il y a un phénomène hyper particulier lié à l'arrêt cardiaque qui trompe énormément de gens et qui les empêche de commencer le massage. Ah, tu veux parler des gaspes? Oui, les fameux gaspes. Tu peux nous expliquer ce que c'est? C'est un piège neurologique tragique. En fait, quand un cœur s'arrête, le tronc cérébral, qui est la partie la plus primitive de notre cerveau, essaie désespérément de survivre. Comme un dernier sursaut. Voilà. Il envoie des signaux électriques complètement anarchiques aux muscles respiratoires. Visuellement et auditivement, ça se traduit par des sortes de spasmes bruyants, hyper irréguliers. Ça ressemble à des inspirations d'agonie ou des bruits de suffocation. Donc, un aidant qui n'est pas formé, il entend ça et il se dit quoi? Il se dit « Ouf, mon parent respire encore un peu, le cœur doit battre ». C'est l'erreur classique. L'ouvrage est super catégorique là-dessus. Ces bruits réflexes, ce n'est absolument pas une respiration efficace. Il n'y a aucun oxygène qui circule. Faut pas s'y fier du tout. Non.
Face à ces gaspes, il faut impérativement considérer que le cœur est arrêté et lancer les compressions immédiatement. Et idéalement, demander à quelqu'un d'aller chercher un défibrillateur automatisé externe, le DAE, qui analysera le rythme à notre place. Et d'ailleurs, le livre rappelle bien de raser le torse si besoin pour les patchs et de surtout pas toucher la victime au moment du choc. C'est super important de le rappeler. Et pendant qu'on est dans la mécanique de survie pure, on peut aborder l'étouffement total. On l'a un peu évoqué avec la pastille tout à l'heure, mais ça arrive aussi très souvent avec un dentier mal ajusté ou un morceau de viande. L'obstruction complète, oui. L'air ne passe plus du tout, la personne ne peut même plus tousser. Si les 5 claques vigoureuses entre les omoplates ne fonctionnent pas, le manuel préconise la méthode de Heimlich. Les 5 compressions abdominales. C'est ça. On place son poing au-dessus du nombril et on tire vers soi et vers le haut. Ce que je trouve fascinant dans la façon dont c'est expliqué, c'est la physique derrière ce geste. Pourquoi est-ce que le fait d'appuyer sur le ventre, ça expulse un objet bloqué dans la gorge? En fait, c'est une pure question de pression pneumatique. Ah ouais? Ouais. En exerçant cette pression brusque, un peu en forme de virgule juste sous le diaphragme, on force ce muscle à remonter très violemment vers les poumons. Ok, je vois. Or, nos poumons, même quand on vient de souffler, ils contiennent toujours un volume d'air résiduel. Il y a toujours de l'air dedans. En compressant le bas des poumons par ce geste de Heimlich, on transforme cet air résiduel en un véritable projectile gazeux. Donc c'est l'air qui pousse le bouchon en quelque sorte. Exactement. Cette colonne d'air est expulsée à haute pression de bas en haut. Elle agit comme un piston pour éjecter l'objet hors de la trachée. C'est vraiment de la physique appliquée à notre anatomie. C'est fou comme c'est logique quand on le décompose. Et cette même logique mécanique, on la retrouve aussi dans la prise en charge de l'AVC, l'accident vasculaire cérébral. Oui, qui est une grande urgence chez les seniors. Souvent, ça provoque une perte soudaine de la parole, de la vue ou la paralysie d'un côté du corps. Et si la personne perd connaissance, mais qu'elle respire encore, le manuel nous dit de la mettre en PLS, la position latérale de sécurité. Pour protéger ses voies aériennes, oui. Le but, c'est d'éviter que la langue, qui est devenue toute flasque, ne tombe au fond de la gorge et bloque l'air. Mais tourner un corps inerte de 70 kg pour un aidant qui est peut-être lui-même âgé et fatigué, ça a l'air impossible. Ça le serait si on utilisait la force brute. Mais la technique de la PLS décrite dans le livre utilise les principes élémentaires du levier. La biomécanique vient à notre secours. Comment ça marche en pratique? D'abord, on plie le bras de la victime à angle droit. Ensuite, on place sa main opposée contre son oreille, ce qui crée une sorte d'axe de rotation naturelle. Mais l'étape clé, c'est au niveau des jambes. Qu'est-ce qu'on fait avec les jambes opposées? On attrape la jambe opposée de la victime juste sous le genou et on la plie en gardant son pied à plat sur le sol. Cette jambe pliée, elle devient un levier parfait. Ah, astucieux! En tirant simplement sur ce genou vers soi, on fait pivoter tout le poids du corps, avec un effort vraiment minime. Le corps bascule doucement sur le côté et il est stabilisé par ce même genou qui touche le sol. C'est presque sans effort en fait. Oui. Et il reste juste une dernière étape, hyper importante et qu'on oublie souvent. Il faut ouvrir délicatement la bouche de la victime vers le bas. Pour que les fluides s'écoulent. Voilà, ça crée une pente naturelle pour que la salive ou les vomissements éventuels puissent s'écouler et ça évite ce qu'on appelle la noyade interne. C'est d'une précision incroyable. Et le manuel aborde plein d'autres urgences avec cette même clarté, comme l'hypothermie ou l'hyperthermie, ou le danger de la déshydratation, avec ce fameux test du pli cutané qui reste visible sur la peau. Oui, un excellent indicateur. Mais prenons un autre exemple très concret, les brûlures. Je pense qu'on a tous ce vieux réflexe un peu instinctif de chercher des glaçons quand on se brûle gravement. C'est le premier réflexe de beaucoup de gens, oui. Eh bien, les auteurs l'interdisent formellement. Eux, ils préconisent de l'eau courante à température ambiante, entre 15 et 25 degrés, pendant 10 bonnes minutes. Pourquoi la glace est une si mauvaise idée? Si on comprend un peu la biologie de la peau, mettre de la glace sur une brûlure, c'est créer un deuxième désastre par-dessus le premier. Vraiment? Oui. L'application de glace provoque ce qu'on appelle une vasoconstriction immédiate et hyperviolente. En gros, les vaisseaux sanguins se contractent brutalement à cause du froid extrême. Donc le sang ne circule plus dans la zone? Exactement. Le flux sanguin est coupé, ce qui prive les tissus de l'oxygène dont ils ont désespérément besoin pour commencer la réparation. Et pire encore, le froid extrême emprisonne la chaleur thermique de la brûlure dans les couches profondes de la peau. Oh waouh! Donc ça continue de brûler à l'intérieur? C'est ça brûle la chair de l'intérieur. Alors que l'eau tempérée à 20 degrés, elle permet un refroidissement très progressif sans fermer les vaisseaux sanguins. C'est l'illustration parfaite que les premiers secours modernes, ça s'appuie sur la physiologie, pas sur les remèdes de grand-mère. C'est fascinant.
Et il y a une autre situation très spécifique évoquée dans les sources, que je ne connaissais pas du tout. Ils appellent ça le syndrome du gros mollet douloureux. Ah oui, c'est une urgence redoutable. C'est une cheville et un mollet qui gonflent de manière asymétrique, juste d'un côté. Ça devient rouge, chaud et la douleur est très forte. Et là encore, le premier instinct de l'aidant face à une crampe apparente, c'est de masser la zone pour détendre le muscle. Surtout pas. Le livre prévient que ce geste peut être mortel. Ouais, et quand ils expliquent le mécanisme, ça fait vraiment froid dans le dos. En fait, ce mollet gonflé, c'est très souvent le symptôme d'une thrombose veineuse profonde, ce que la plupart des gens appellent une phlébite. Un caillot de sang, c'est ça? Exactement. Le sang a coagulé et il a formé un caillot solide à l'intérieur de la veine de la jambe. Si tu masses la jambe, ça revient à appliquer une pression mécanique directe sur cette veine. Et le caillot risque de bouger? Le risque absolu, c'est de fragmenter le caillot ou de le détacher de la paroi de la veine. Et s'il se détache, c'est la catastrophe. Il voyage dans la circulation sanguine, il remonte vers le cœur, puis il est propulsé directement dans les artères pulmonaires où il va se coincer. C'est ça l'embolie pulmonaire. C'est ça. Une urgence vitale absolue qui empêche le sang de s'oxygéner. Donc toucher ce mollet, masser cette zone, c'est littéralement jouer à la roulette russe avec la circulation sanguine de la personne. C'est ce niveau de compréhension qui, je trouve, transforme vraiment ce manuel en outil de survie au quotidien. Mais bon, pour que toutes ces techniques soient applicables, il faut avoir un cerveau disponible et réactif le jour J. Oui, et avec la panique, c'est pas gagné. Voilà. Et c'est là que les annexes du livre prennent tout leur sens, notamment avec cette fameuse fiche d'information d'urgence. Parce que, sur le moment, face à la panique, avec la sirène de l'ambulance qui approche, la mémoire de l'aidant, elle s'efface complètement sous l'effet de l'adrénaline. Le cerveau bug complètement. Du coup, avoir une simple feuille collée sur le frigo qui indique le groupe sanguin, le niveau d'autonomie cognitive de la personne et la liste exacte de ses traitements, c'est offrir un gain de temps inestimable aux urgentistes. Et cette démarche, très organisationnelle, je trouve qu'elle soulève le point le plus profond de tout l'ouvrage. Ils y consacrent d'ailleurs des chapitres entiers. C'est l'état psychologique de la personne qui prodigue ses soins. L'aidant lui-même. Exactement. On ne peut pas séparer le secourisme de la réalité quotidienne de l'aidant. Vivre tous les jours avec un parent vieillissant, devoir anticiper ses chutes, gérer ses crises d'angoisse dans la pénombre, c'est vivre dans un état d'hypervigilance permanente. C'est un stress chronique. Le système nerveux de l'aidant est littéralement saturé de cortisol. Et cet épuisement, ça mène inévitablement à la perte de patience. Et la perte de patience, elle mène à une culpabilité qui est dévastatrice pour les familles. Le livre martèle une vérité dure, mais nécessaire. Un aidant épuisé devient un danger, pour lui-même et pour la personne âgée. Et c'est pour ça qu'il y a ce rappel hyper essentiel sur les structures de soutien social qui existent. Le maintien à domicile, ça ne doit pas être une prison solitaire. Non, il faut se faire aider. Il parle notamment de l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, pour financer des aides professionnelles, ou encore des accueils de jour spécialisés. Et les auteurs insistent bien, ce ne sont pas des abandons de la part de la famille. C'est des sas de décompression obligatoires. J'aime bien l'analogie de l'avion qui chute, tu sais, avec les masques à oxygène. Ah oui, on doit toujours mettre son propre masque avant d'aider la personne à côté de soi. C'est la même mécanique ici. Protéger sa propre santé mentale et physique, c'est la condition sine qua non pour être capable d'interagir avec douceur lors d'une crise de démence. Ou d'avoir la clarté d'esprit pour se souvenir qu'il ne faut pas masser un mollet thrombosé, justement. Exactement. Le secourisme, c'est pas juste un acte héroïque d'une minute, c'est une endurance silencieuse au quotidien qui requiert du soutien. Franchement, ce parcours à travers ce manuel, ça redéfinit totalement notre rapport à l'urgence à domicile. Les auteurs, ils réussissent vraiment à démystifier la terreur viscérale qu'on a tous face à la dégradation physique de nos proches. Ils redonnent le pouvoir d'agir, en fait. Voilà. Ils nous fournissent les clés mécaniques, physiologiques et psychologiques pour ne plus être de simples spectateurs impuissants. C'est un vrai appel à l'action. Perso, ça donne profondément envie de faire une vraie formation de 7 heures, comme le PSC1, pour maîtriser tout ça. Je suis complètement d'accord. En analysant tous ces gestes, on réalise qu'au-delà de la technique pure, c'est une réflexion fondamentale sur la dignité humaine. C'est la manière dont on accompagne la fin de parcours du corps. C'est très beau dit comme ça. Et puis, ça pose une question finale assez vertigineuse. En s'instruisant comme ça, pour protéger l'autonomie, la dignité et la vie de nos aînés, avec autant de précision et d'empathie, ne sommes-nous pas, au fond, en train d'écrire le scénario de la manière dont nous espérons nous-mêmes être traités au crépuscule de notre vie? Ah, ça fait réfléchir, hein. C'est une perspective qui donne vraiment de la hauteur à chaque petit geste technique qu'on vient d'explorer.
Être prêt à intervenir, savoir exactement pourquoi et comment le faire, c'est sans doute la forme d'attention et d'amour la plus profonde qu'on puisse offrir. Un immense merci d'avoir suivi cette plongée au cœur de la résilience humaine avec nous aujourd'hui.